Donc, on va passer à la table ronde numéro 2, qui sera animée par Louis-Pierre Guillaume. Comment repenser l'organisation pour la rendre plus apprenante? Merci Laurence. Alors, dans cette table ronde, nous aurons 3 participants. Le général Vincent Desportes, qui est ancien directeur de l'école de guerre, professeur des universités à Sciences Po Paris, entre autres. Nathalie Hector, Schema Business School, directrice du développement. Et puis, Pierre Goiran, qui facilite la transformation et il a fondé Présence et Leadership Institute. Il était aussi chez Sol. Juste pour rappeler, nous avons 45 minutes, à peu près 10 minutes par intervenant. Pour les questions, si vous voulez les poser à quelqu'un en particulier, mettez nom de l'intervenant, ça facilitera après le tri des questions quand on voudra les poser à chacun. Donc, je laisse le floor à Général Desportes. Merci Pierre Guillaume. Je voudrais poser une question d'abord. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mes slides? Très bien. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup de m'avoir fait intervenir dans cette table ronde tout à fait intéressante. Et peut-être que mon témoignage n'est pas inutile en charnière de ce qui s'est dit ce matin et qui était passionnant, et puis ce qui va arriver. En fait, vous m'avez demandé d'intervenir parce que il se trouve que ma carrière m'a placé à un moment un peu charnière, ou même charnière, dans l'évolution du KM, ce que vous appelez KM, qu'on appelle plutôt nous la gestion de la connaissance, dans les armées. Je crois que l'armée est devenue, alors qu'elle ne l'était pas, véritablement une organisation apprenante au tournant du siècle. Alors, qui peut passer les slides? Je ne sais pas qui peut passer les slides. Ouais, c'est bon. Je vois toujours le même slide, moi. Voilà. Ok, non, merci. C'est bien. Je voudrais juste poser en paradigme initial ou initiaux ces 3 règles. C'est que à la guerre, l'adaptation est la condition de la survie, comme dans la vie, mais à la guerre, évidemment, c'est encore plus crucial. Tout succès militaire est basé sur l'initiative et donc la confiance en l'homme est au cœur de tout succès militaire. Alors pourquoi, et on dit ça, pourquoi est-ce qu'on a été amené à changer complètement de paradigme? Quelqu'un peut changer ça, next? Oui, mon général, la slide change pour tout le monde, mais pour vous, ça prend quelques secondes pour changer. Ah, d'accord, ok. Donc, nous venons de la guerre froide. Nous venons de la guerre froide qui est très particulière, puisque là, il n'est pas véritablement question d'adaptation à la marge, évidemment, mais le corps de bataille français est destiné à être détruit en 48 heures avant que ne soit délivré, comme nous disions, le feu nucléaire. Donc, il n'est pas question d'adaptation, il est question d'être le meilleur immédiatement et ensuite de disparaître. Next. Ensuite, nous allons passer de cette période à une autre période et très brutalement, en moins de 10 ans, nous passons à une période de crise permanente et d'incertitude permanente. D'abord les Balkans, l'Afghanistan, le Moyen-Orient et le Sahel. Là, les conditions changent complètement. Nous sommes face à une menace qui évolue tous les jours et donc une nécessité absolue de s'adapter. Next. Et donc, nous passons en fait d'un monde de la certitude, où il s'agit de planifier, d'exécuter un monde rigide, à un monde où, next, un monde d'incertitude, d'hypothèses, d'initiatives, d'adaptation, un monde de l'inconcevable. Il nous faut reconstruire en permanence notre armée tous les jours, à partir de ce que nous apprenons tous les jours. Alors, next. Donc, nous sommes dans la situation de devoir consolider et transmettre de nouveaux savoirs et d'organiser l'adaptation sur le court, le moyen et le long terme. Next. En particulier parce que nous savons que l'adaptation immédiate et fondamentale, mais qu'on ne peut pas tout changer tout de suite et que donc il faut bien se saisir des tendances lourdes pour modifier en profondeur l'organisation. Next. Donc là, nous allons établir trois
trois façons d'évoluer. D'abord, nous allons laisser forcément une grande place à l'improvisation et à l'initiative, parce que l'ennemi change tous les jours, ses armes changent tous les jours, ses modes opératoires changent tous les jours, et on n'a pas le temps de repasser du Sahel à Paris pour savoir ce qu'on va faire demain matin. Il faut le faire tout de suite. Et puis même, le jour même, l'ennemi change, donc il faut s'adapter. Donc le droit à l'initiative s'est accru considérablement. Ensuite, il faut adapter, et c'est là où on a adapté et apprendre. Et donc, on a mis en place, moi j'étais au cœur de cette mise en place, ce que vous appelez le REX, ce que nous appelons le RETEX pour retour d'expérience. Donc, adaptation immédiate sur le court terme, et puis un apprentissage pour permettre à nos armées de s'adapter à plus long terme. Alors, nous avons Next. Nous avons organisé ce cycle autour de ces 5 phases. D'abord, je ne parle pas d'initiative, je parle vraiment du rétexte. D'abord, la phase de collecte et d'analyse de l'information par un certain nombre de moyens dont je vais parler. Ensuite, à partir de cela, la formulation de mesures correctives. Quand j'ai dirigé le centre de doctrine d'emploi des forces, on conçoit les stratégies, les doctrines, et j'avais un gros centre de retour d'expérience qui trouvait l'information, et immédiatement à côté, j'avais ceux qui en tiraient parti pour réécrire les textes. Donc, formulation de mesures correctives, mise en œuvre sur un échantillon de l'armée, évaluation sur cet échantillon de la pertinence des mesures prises, correction ou non, et puis diffusion. Next. Nous avons établi des cycles, c'est-à-dire que nous avons enfin, c'est pas ce que je veux dire, pardon. Chaque fois que nous regardons une évolution, nous la regardons sur 5 dimensions. Qu'est-ce que ce que nous constatons sur le terrain doit modifier dans que nous appelons la doctrine, la façon de faire, si vous voulez. Qu'est-ce que ça doit modifier dans l'organisation des armées à tous les niveaux? Qu'est-ce que ça doit modifier dans la formation initiale de nos soldats, nos officiers et de nos sous-officiers? Qu'est-ce que ça doit modifier dans l'entraînement, la préparation directe à la guerre? Et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur l'équipement? Donc, c'est une grille d'observation que nous utilisons pour tirer les enseignements. Next. Comment est-ce que nous recueillons l'information? Next, s'il vous plaît. Comment est-ce que nous recueillons? D'abord, toute opération fait l'objet d'un compte-rendu écrit de la part du chef, compte-rendu qui part à Paris, dans le centre que je dirigeais. Ensuite, j'envoyais régulièrement des officiers sur les théâtres d'opération pour observer de l'extérieur et être moins soumis aux différents biais cognitifs que l'insertion peut produire. Ensuite, nous avons intégré dans les unités des gens qui allaient observer sur le terrain ce qui se passait pour regarder le décalage entre la doctrine et ce qui se passait. Ensuite, nous avons généralisé ce que nous appelons les analyses après action, c'est-à-dire que toute opération, que ce soit celle d'une section, d'une compagnie, d'un bataillon, à la fin, fait objet de l'analyse. Le chef se réunit avec ses subordonnés et se pose 3 questions. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Que peut-on faire dans un cas et dans l'autre? Et donc, ça, on va le mettre en place directement, faire remonter à Paris, dans le centre que je dirigeais, les différentes informations. Ensuite, nous pratiquons le débriefing de fin de mission, c'est-à-dire que tout chef qui rentre d'opération passait dans le centre que je dirigeais et était débriefé par un certain nombre de mes officiers sur les différentes dimensions de son expérience, de manière, encore une fois, à consolider l'expérience et à faire évoluer notre organisation, notre entraînement, notre formation, ce que j'ai dit tout à l'heure. Next. 2 boucles. Next, s'il vous plaît, 2 boucles pour mise en place. D'abord, on voit bien que les conséquences ne sont pas les mêmes en termes financiers et en termes d'engagement des collaborateurs. Donc, nous avons défini une boucle courte qui correspond à un seul domaine, pas d'arbitrage financier important, donc qui est laissé dans les enveloppes possédées par les différents
chefs à leurs différents niveaux, et puis une boucle longue qui, là, va s'inscrire dans l'évolution profonde des armements, qui demande une démarche budgétaire et donc un vote à l'Assemblée chaque année. Et c'est les deux boucles en permanence, initiatives, boucle courte et boucle longue, qui font en permanence évoluer nos armées. Next. Alors, comment tirions-nous parti de cette affaire-là? D'abord, nous réalisons régulièrement des ouvrages de synthèse qui sont diffusés évidemment sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce que certains ont pu connaître, il n'y a plus de ce que nous appelons doctrine écrite. Toute doctrine est un working being, hein. On travaille en permanence. Nous ne considérons jamais que quelque chose est définitif parce que nous savons que les événements du lendemain peuvent venir contredire les événements de la veille. Donc nous faisons évoluer en permanence notre corpus doctrinal, et quand les affaires sont suffisamment consolidées, on essaye d'écrire quand même un certain nombre de choses en sachant que tout document est considéré comme provisoire. Ensuite, il y a une base de données Internet, c'est-à-dire qu'un capitaine, par exemple, qui rentre de mission, immédiatement va rentrer les informations qu'il a découvertes au Sahel sur le nouveau comportement des djihadistes. Pourquoi? Pour que le capitaine suivant, qui va partir 3 heures après ou le lendemain, il va sur la base et voilà, maintenant ils évoluent comme ça. Ils ont trouvé tel type d'armement, tel type de méthode, parce que eux agissent ensemble. Et donc, à partir de ça, le type qui part en mission va pouvoir s'adapter. Et puis, on va organiser une correction par les pairs, c'est-à-dire qu'on fait en permanence remonter l'information du terrain. Voilà, next, s'il vous plaît. Au bilan de cette affaire, nous considérons d'abord c'est absolument vital pour nous, parce que la non-adaptation, c'est la mort. C'est la mort d'abord de nos soldats, et ensuite éventuellement de la nation. Donc nous n'avons pas le droit de ne pas nous adapter. Je crois qu'aujourd'hui, en maintenant une quinzaine d'années, nous avons mis en place un système qui est tout à fait performant. Donc, mais surtout ce qu'on a mis en place, c'est un processus, un état d'esprit. C'est-à-dire que naturellement, un chef, un soldat va rendre compte, pas pour lui, mais parce qu'il sait que son compte rendu est fondamental pour la survie de ses camarades. Et nous avons désormais un rétexte qui limite les durées d'apprentissage et qui, je crois, a véritablement transformé l'armée en une institution apprenante. Voilà, merci beaucoup. Merci, Général Desportes. Nathalie? Non, c'est Nathalie. Oui, donc moi j'ai pas de slide, donc du coup peut-être une phase sans slide à l'écran. Sinon, on restera avec le rétexte, c'est pas grave. De toute façon, je ferai une connexion. Alors, c'était très intéressant depuis tout à l'heure, donc j'essaye aussi de faire des liens, d'où le fait qu'il n'y ait pas de slide pour essayer de connecter autant que possible avec ce que le général Desportes vient de présenter, et puis aussi ce qui a été dit avant. Alors, évidemment, puisque l'objectif est un peu de prendre du recul par rapport à ce qu'a vécu Schema dans le cadre de cette crise Covid, je dirais que c'est un regard qui est un peu particulier, parce que nous ne sommes pas, comme vous, une entreprise. Notre mission prioritaire, évidemment, c'est la formation, mais j'ai trouvé qu'il était quand même intéressant de regarder le fait, par exemple, que, eh bien, pour nous, ça fait quelques années, puisqu'on est quand même une business school, donc très intéressé sur la formation des étudiants que nous allons ensuite déployer dans le cadre des entreprises, parmi les vôtres, et évidemment dans toutes les entreprises de France et de Navarre. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait quelques années que l'on nous parle par la digitalisation, l'automatisation, la fameuse disruption, enfin tous ces mots-clés qui font souvent très peur et qui nous questionnent beaucoup en tant qu'école de commerce. Donc, avant le Covid, on avait déjà un certain nombre de chiffres alarmants, du type 70% des métiers vont disparaître ou totalement se transformer. Et donc, ça fait quelques années que, je dirais, Schema s'intéresse de près au devenir d'une école de commerce. Et quelque part, je pense que le Covid, pour nous, a été un moyen, finalement, un accélérateur et un moyen de rentrer réellement dans mais qu'est-ce que ce sera après. Donc, ce qui est intéressant réellement, c'est d'être capable d'avoir cette double approche. Première approche, évidemment, c'est on forme des étudiants.
Donc, former des étudiants avant le Covid, après le Covid, on est tous très conscients de ce que l'on a pu voir, de ce que Alice Guillon disait ce matin, c'est que ça ne reviendra pas comme avant dans notre mode de formation, pour plein de raisons, ce que vous avez présenté, c'est-à-dire des cas d'usage qui sont complètement différents, des études de cas, montrent qu'en fait, on ne va plus travailler en entreprise aujourd'hui ou demain, comme on a pu y travailler hier, on n'aura pas forcément systématiquement les mêmes points de repère, tout simplement parce que vous avez bougé, mais aussi nos étudiants, les fameux millennials, ont aussi pas mal évolué, et ça déjà depuis quelques années, ont des attentes qui sont complètement différentes envers vous et aussi des attentes envers nous. Donc je dirais, c'est un regard un peu différent que je souhaite porter ce matin auprès de vous pour une école qui est avant tout une institution et qui se questionne beaucoup sur, je dirais, pas son avenir au titre d'une école, mais son avenir dans un secteur qui fait l'objet aussi de beaucoup de disruptions avec l'arrivée de nouveaux acteurs, qui ont eu l'occasion de pouvoir rentrer sur ce marché de l'éducation, hein, ce qu'on appelle chez nous les EdTech, donc les entreprises de l'éducation qui passent par la technologie pour essayer de nous disrupter. L'arrivée aussi d'acteurs avec des moyens, on les connaît, les GAFA, LinkedIn, etc. Puis tout un certain nombre d'universités d'entreprises qui sont en train de se créer et qui avaient déjà commencé le mouvement. Donc ça veut dire qu'en fait, on est challengé fortement sur notre modèle. Et ça, c'est un point qui est intéressant parce que finalement, le Covid a été cet accélérateur-là de nouvelles méthodes, de modes de fonctionnement, d'interrelations que nous pouvons avoir avec nos étudiants. Alors, c'est peut-être le point qui est le plus pertinent dans la connexion de ce que disait le général Desportes juste avant, c'est que finalement, on est exactement dans la même situation que vous, dans l'approche, c'est-à-dire on a eu dans les boucles, hein, telles qu'elles étaient présentées, boucle à court terme et boucle à long terme, je dirais, on voit ça avec 3 étapes. On a fait comme tout le monde, c'est-à-dire une étape dite du présent, on est réellement dans l'interaction, la réaction immédiate à la problématique. Et donc le constat qui a été peut-être une surprise, et je pense que ça a été véritablement un élément fédérateur autant pour nos étudiants que pour les collaborateurs ou les professeurs, c'est que là, on était dans des processus, dans des règles, voilà, une école multi-site, multi-programme, avec une réalité d'étudiants complètement différente de l'exec education, en passant par la formation initiale avec des étudiants issus de post-bac ou d'étudiants de classe préparatoire. Mais finalement, le fait qu'on ait été dans cette situation de crise, un peu de vie ou de mort, il faut faire quelque chose parce qu'on est tous embarqués là-dedans, a fait qu'il y a eu une formidable réactivité, une capacité à se transformer. Pour nous, il y a eu plusieurs enjeux, la technologie évidemment, de s'adapter, donc de travailler notamment avec les outils de Microsoft pour pouvoir en fait basculer du jour au lendemain en total distanciel. Et donc on a pu voir en fait là où c'était peut-être une question, parce qu'on savait qu'il fallait se tourner vers le digital, c'était de rendre le digital cohérent par rapport à une attente d'un étudiant qui se dit du digital, c'est pas comme ça qu'on apprend, mais on voit que dans l'apprentissage, le digital peut avoir du sens si on est sur un apprentissage générique, versus un apprentissage pratique qui se fait en salle de classe ou en entreprise dans le cadre de stages ou sur des travaux pratiques dans le cadre de projets. Là, on s'est retrouvé dans cette réactivité immédiate et puis ça a été très intéressant de voir que finalement les professeurs y ont pris goût et ont pu découvrir quelque chose qui peut-être parfois pouvait les surprendre ou les rendre en difficulté par le fait de se retrouver effectivement devant un écran et de ne pas ressentir et palper les réactions des étudiants. Donc tout ça a amené véritablement ce qu'on a appelé, et c'est Laurence qui travaille beaucoup sur les fameux cas d'usage au sein de Schema, pour pouvoir travailler sur ce que sera la pédagogie demain au sein de Schema. On sait que ce ne sera pas pareil, c'est pas qu'on va revenir sur du 100% présentiel ou garder du 100% distanciel, mais on voit bien qu'en fonction de l'objectif d'apprentissage, il y a une cohérence entre mettre de la théorie qui peut se faire à distance et puis des approches pratiques avec un vrai rôle du campus. Ce que disait Alice Guillon tout à l'heure, c'est que les campus, on en a besoin, c'est des lieux d'espace, de communauté, d'échange, de pratique, et aussi un moyen de ne pas rester isolé, ce qui était aussi vu dans la partie du télétravail. Je dirais pour nos étudiants, dans leur apprentissage, c'est finalement les mêmes observations. Et je dirais, on a peut-être un travail supplémentaire à faire sur toute la dynamique du feedback, qui avant se faisait sur on restitue une copie, on a le feedback. Aujourd'hui, les multiples interrelations font que la gestion du feedback est un vrai sujet avec nos étudiants. Ça, je dirais, c'est sur la partie relation à l'étudiant, qui vient chercher quelque chose de différent et pour lesquels il y a une grande transformation de schéma.
On est dans le présent, on est dans cette boucle courte. De là, on a fait ce que vous avez dit, évoluer la doctrine. Général Desportes parlait de faire évoluer la doctrine. C'est un peu ce que l'on fait, c'est-à-dire changer un peu les processus, les règles en termes de présence ou d'absence, comment on gère les présences et les absences à distance, comment on gère les examens, les contrôles continus. Donc, je dirais, tout notre environnement dans lequel on était finalement en routine s'est vu totalement faire une évolution. Je dirais que peut-être qu'il y a une petite nuance, c'est que on pense qu'en fait, le fait que ces transformations sont en cours et qu'on n'est pas au modèle final, bien l'évolution de la doctrine, c'est un cadre finalement assez simple, générique, mais sur lequel on ne va pas non plus rester en voulant figer des processus parce que cette transformation de l'apprentissage, elle va se continuer à évoluer. Et il y a de fortes chances que dans 1 an, on soit encore un peu plus loin dans la façon dont on construira une maquette pédagogique demain, dans la façon dont on sera en interrelation, et que finalement, il n'y a pas un instant T, un campus avec un mode de fonctionnement, un apprentissage avec un certain modèle. Ça, c'est véritablement pour nous une grande transformation parce que ça nous demande beaucoup plus de réactivité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la partie future, c'est-à-dire la boucle longue. La boucle longue, c'est que finalement, c'est pour nous, un peu comme le disait aussi le général Desportes, une période charnière. Il y a une période charnière pour l'armée, nous on a une période charnière, c'est que cette crise Covid a changé tout un tas de comportements, et puis c'est une période charnière sur ce que l'on veut être demain comme école de commerce, dans un environnement et dans une industrie de l'éducation qui aura changé. Alors pour ça, Schema a fait un choix particulier dans le cadre du déploiement en fait de notre projet stratégique qui s'appelle Sky 25. Il y a un certain nombre de piliers qui sont la transformation et l'évolution stratégique et les ambitions de Schema. Il y a un des piliers qui est un pilier essentiel au service de la réussite complète de ce projet stratégique, c'est une direction de la transformation. Donc le point, c'est d'essayer de faire muter complètement l'école autour d'une direction qui va pouvoir en fait mettre en place des nouvelles méthodologies, essayer de connecter par des communautés de pratique des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'apprendre pour pouvoir avoir une transformation complète de l'ensemble des acteurs de la business school. Donc on en est au début. Et globalement, on se sert pleinement de tout ce qui est aujourd'hui en cours dans ce que l'on peut réceptionner de transformation de ce Covid, parce que pour nous, ça a été l'occasion de quitter la prospective et de se mettre en situation de réalité. Donc, on est pleinement dans les feedbacks, dans l'évolution technologique, dans des choix d'outils, dans ce qu'on appelle le multi-device, c'est-à-dire aujourd'hui le fait de pouvoir avoir Schema sur un smartphone pour l'ensemble de sa scolarité. Donc, c'est véritablement un chantier complet de transformation d'école qui va être intéressant à observer. Ce que je pourrais dire en complément, c'est que le point qui est le point central, et aujourd'hui c'est celui sur lequel on est véritablement en questionnement, en tâtonnement parfois encore, c'est comment on communique. Comment on communique sur un projet de cette envergure, comment on communique pour passer en fait l'ensemble de ces pratiques en capacité à l'étendre, là où en plus de ça, pour Schema, il y a une particularité, c'est que nous avons des sites à l'étranger et qu'il faut être en capacité aussi de traduire cela pour un langage commun au Brésil, en Afrique du Sud ou encore aux États-Unis. Donc on a un enjeu supplémentaire et globalement aujourd'hui, ce qu'on voit le plus, c'est finalement ce qui marche le mieux, c'est l'ex-machine à café, globalement le feedback, et la capacité à pouvoir le gérer. Donc pour ça, on a beaucoup de chance puisque Laurence nous accompagne pleinement là-dedans, elle est moteur. Maintenant, je comprends mieux parce que moi, j'avais pas l'historique de ces relations-là que vous avez depuis un certain nombre d'années. En tous les cas, tout ça est au service d'une transformation complète d'une industrie. Et je dirais, enfin, c'est pour une business school, mais je pense que globalement, ça devrait être le sujet de toute structure qui est dans l'enseignement supérieur. C'est cette capacité à aussi demain devenir presque je vais pas dire un agrégateur, mais un acteur au cœur de la formation et de la transformation d'un étudiant, mais qui va encore plus profiter pleinement de ce que peut apporter une entreprise dans le cadre pédagogique, peut-être s'appuyer sur un certain nombre d'EdTech, sur une partie de la chaîne de valeur, et là où une business school faisait tout, du recrutement jusqu'à la diplomation, il est fortement possible que dans les transformations qui vont se réaliser pour une école de commerce, on puisse réellement avoir un cœur de métier très particulier, une différenciation entre les différents modèles d'école de commerce pour pouvoir
pleinement accompagner un étudiant, pas forcément dans une logique uniquement de diplôme, mais finalement pour être un peu presque un coach de vie, avec des retours réguliers au sein de l'école pour adapter des compétences qui deviennent très rapidement obsolètes et continuer à accompagner cette transformation d'une société, je dirais, qui se veut particulièrement difficile, mais complètement abordable à partir du moment où on a beaucoup de méthodes, beaucoup de façons de faire et la capacité à pouvoir revenir au sein de l'école quand on en a besoin. Merci Nathalie, très, très intéressant. Pierre. C'est vraiment passionnant d'entendre ces histoires de transformation. C'est ce que je fais depuis à peu près 25 ans, accompagner des équipes et des organisations. Donc, dans leur transformation, surtout des transformations complexes. C'est ça qui m'intéresse. Donc, quand je dis transformation complexe, ben, c'est comme celle qu'évoquait Nathalie et aussi le général Desportes, c'est-à-dire des transformations qui touchent à la fois au système, les processus qui est objectif, qui touchent aussi à la culture et qui touchent aussi au comportement des acteurs. Et pas seulement les comportements, mais même leurs schémas mentaux. À chaque fois qu'il y a transformation, il y a 3 questions qui arrivent inévitablement, hein, et on les a entendues dans l'exposé de Nathalie. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on veut, savoir ce qu'on veut. Le savoir, s'entendre là-dessus et savoir l'exprimer. Le deuxième, c'est comment y arriver. C'est par quel chemin, s'inventer un chemin pour passer de A à B. Et enfin, la question, non, on n'a pas besoin de montrer les slides, hein. C'est pas du tout. On les enlève, merci. Et enfin, la troisième question, c'est le boulot de qui? C'est le boulot de qui de faire en sorte que l'ensemble des composants de l'organisation, l'ensemble des acteurs contribuent à cette transformation et se transforment eux-mêmes. Donc là, il n'y a pas de réponse unique. Si on avait une, si on en connaissait une, ça serait génial. On ne serait pas dans les difficultés qu'on connaît en tant que société aujourd'hui, hein, puisqu'on a à faire des sacrées transformations, pas seulement dans nos entreprises, mais dans notre société dans sa totalité. Alors, moi, je me suis j'ai quand même cherché. Voilà, donc j'ai cherché, je me suis beaucoup inspiré de l'organisation apprenante. Je me suis beaucoup inspiré de gens comme Otto Scharmer, comme Senge, comme Weisbord. Je me suis nourri de ça, mais je suis essentiellement un praticien. Et parfois, en tant que praticien, on arrive aussi à trouver, enfin, surtout dans des chantiers complexes où on est forcé d'innover, mais on trouve des solutions innovantes qui peuvent être inspirantes pour d'autres, et c'est ça que j'ai envie de vous présenter. Une solution en termes organisationnels. Et il y en a très peu. Il y a très peu d'innovation organisationnelle en termes d'accompagnement des transformations. Et ça s'appelle, alors je vous entends parler, est-ce qu'il y a un problème de son? Est-ce qu'il y a un problème de... Non, c'est bon, ok, non, ça va. C'est parfait, je vérifie. Donc, pourquoi d'abord, l'intérêt d'une innovation organisationnelle, c'est que en fait, on est confiné. On n'est pas seulement confiné en ce moment. On est, en tant qu'humain, on est confiné dans nos façons de voir le monde, dans nos façons de penser, dans nos habitudes et dans même nos représentations de qu'est-ce que c'est qu'une organisation. Et donc, bousculer les schémas mentaux, c'est pas évident. Et s'il n'y a pas s'il n'y a pas un peu de bousculade, ça ne change pas. On fait du réhabillage. Alors, l'innovation que je veux vous présenter vient d'une expérimentation à la SNCF qui a duré pendant plus d'une dizaine d'années, avec des ingénieurs. Et on en a extrait un modèle. Le premier nom de ce modèle, c'était un groupe de transformation personnelle et transformation collective. Ce nom montre bien les 2 dimensions de la transformation. Comment aller de pair, faire avancer de pair, une transformation des individus et une transformation du collectif. Et depuis quelques années, moi je l'appelle maintenant Care Group. Le mot Care, d'ailleurs, a été utilisé en tout début de notre conférence, et parce que c'est un mot très actuel. Comment on prend soin. On a à prendre soin de nous en tant que personne, de nous en tant que collectif, et on a besoin plus que jamais de prendre soin de
de notre planète. Donc, avec le caveat qui est que il n'y a pas de modèle qui puisse coller à tout type d'organisation et chaque organisation a inventé son propre chemin. J'espère quand même que les caractéristiques du Care Group vont pouvoir vous donner des idées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Care Group? Imaginez que vous avez à passer d'une situation A à une situation B. Il s'agit de constituer un groupe d'acteurs volontaires pour se consacrer à la finalité suivante, prendre soin du collectif et de sa dynamique d'évolution. Le fait de poser cette finalité, c'est déjà introduire dans une organisation quelque chose de complètement nouveau. Ces deux éléments, du soin et de la dynamique d'évolution. Deuxième point, un care group est composé uniquement de volontaires qui ne sont pas des experts de la transformation. Des personnes qui ont un rôle dans l'organisation, qui ont un métier, qui ont des responsabilités et auxquelles on demande d'ajouter un deuxième job. Alors, c'est pas un CDI, c'est un CDD. C'est pendant un temps, pendant au moins 2 ans, parce que généralement les transformations longues, elles prennent du temps, consacrer une partie de leur temps à prendre soin du tout et faciliter la dynamique d'évolution de l'ensemble. C'est un groupe donc transverse, multi-hiérarchique, ça c'est hyper important. Et il y en a, là encore, c'est bousculant, parce qu'il y a très peu d'occasions d'avoir des groupes vraiment multi-hiérarchiques. C'est que si vous avez une organisation avec 5 niveaux, il faut 5 niveaux dans le groupe. C'est-à-dire que dans votre groupe, vous allez avoir aussi bien quelqu'un qui est au CODIR et quelqu'un qui est en SAV et quelqu'un qui est expert en KM, par exemple. Voilà. Troisième point, en termes d'organisation, c'est hérétique parce que c'est un électron libre. Or, les organisations détestent les électrons libres. On en fait souvent la chasse. Or là, ce groupe est un électron libre. C'est-à-dire qu'il n'est rattaché à aucune direction. J'ai rien contre les directions, c'est très bien. Mais si on veut changer notre façon de voir, on introduit dans un système qui est organisé quelque chose qui répond à d'autres logiques. Et ça va créer quelque chose dans le système. Il figure donc sur aucun organigramme. Il appartient surtout pas à la DRH, et j'ai rien contre la DRH, vraiment, même s'il peut y avoir des acteurs de la DRH dans le groupe. Mais parce que son but, c'est de bousculer ces rigidités organisationnelles. Il a par contre accès en direct à la DG. S'il n'est pas, quand je dis DG, ça s'appelle le CEO ou le président, s'il n'est pas missionné par le CEO, ça ne marche pas. Et il a accès aux autres instances qu'il peut solliciter, décisionnelles, qu'il peut solliciter quand il veut. Quatrième point, il a un triple périmètre d'action. Et donc une triple responsabilité. Chaque acteur a la responsabilité d'œuvrer à la transformation de son équipe. Ça, c'est un rôle managérial classique. Mais 2, il a la responsabilité d'œuvrer à sa propre transformation, c'est de devenir très conscient de ce que ça lui demande et de pouvoir en parler. Et troisièmement, il a la responsabilité d'œuvrer au sein du groupe à influencer le reste de l'organisation. 5e point, il s'auto-manage, c'est-à-dire qu'il décide lui-même de ses objectifs, de ses modalités de travail, à condition qu'elles soient congruentes avec le type d'évolution qu'on vise. Il peut y avoir un facilitateur, évidemment, dans ce groupe, mais il n'y a pas un patron qui lui dit qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, quels sont ses objectifs. 6, il a un socle incontournable, évidemment, c'est le travail en apprenance. Et donc là, évidemment, les boucles dont parlait le général, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire apprendre au cœur de tout ce qu'il fait. Et là, je suis prêt à montrer les quelques slides. Je vais les montrer très rapidement. Parce que je voudrais détailler les 4 missions. La première mission, c'est d'expérimenter. Expérimenter.
c'est-à-dire expérimenter ces nouvelles façons de faire, de penser, qui vont dans le sens de l'évolution souhaitée, et donc de l'expérimenter avec, dans son périmètre, pour chacun, et l'expérimenter en tant que collectif. Donc ça, c'est le rôle de, on va dire, de pionnier, de pilote, de laboratoire. La deuxième mission, c'est d'être une chambre d'écho, de donner des retours et d'alerter. Parce que toutes les directions, on l'entend tout le temps, elles sont, même si elles ne le veulent pas, elles sont coupées du terrain. Et elles s'en plaignent, Et donc là, c'est une chambre d'écho où on se parle vrai, on se parle pas dans le langage policé de nos organisations, on se dit vraiment les choses entre un codir ou entre le CEO et ce groupe CARE, se dire vraiment la vérité. Troisième, et juste les retours, c'est aussi un des retours sur les incohérences, les incohérences de la direction, parce que c'est souvent ça qui freine les transformations, c'est qu'on dit qu'on veut aller dans un sens et on prend des décisions qui sont perpendiculaires ou contraires au sens où on veut aller. D'où l'importance du parler vrai. Troisième mission, proposer des actions pour l'ensemble et donc des ajustements. Et là, c'est les boucles dont parlait le général. Donc, c'est un rôle d'initiateur. Et la quatrième, et là aussi c'est original, c'est d'avoir un job de co-conception et d'animation pour le collectif, des grands moments où on réfléchit ensemble, où on fait le point, où on travaille sur des dimensions spécifiques qui touchent à la transformation qu'on veut voir advenir. Voilà, c'était rapide, c'est un grand sujet. Merci beaucoup. Alors, nous avons quelques questions dans le fil de discussion. Alors, une première pour le général Desportes. Effectivement, c'est le fameux droit d'en savoir, qui est très utilisé dans l'armée. Et le KM, est-ce toujours compatible et sur tous les terrains d'opération? Merci de cette question. C'est une question permanente. C'est une question permanente. Et quand on a mis en place ce dispositif, nous étions, et quand j'étais en particulier, très ouverts, considérant que l'ouverture permettait l'acquisition des connaissances et l'adaptation. Et puis on s'est rendu compte que comme tout était sur nos réseaux, que tous nos réseaux n'étaient pas parfaitement étanches, eh bien notre adversaire lui aussi allait voir ce qu'on avait appris. Et donc il a fallu effectivement rétablir des cloisons. Et donc on est toujours dans ce dilemme. Jusqu'où ouvre-t-on et que faut-il fermer? C'est un dilemme permanent qui n'a pas de réponse définitive. Effectivement. C'est toujours le même problème. Alors Nathalie, au-delà des modes, comment évolue le contenu des enseignements? Alors, très bonne question. Alors, au-delà des modes, je dirais globalement, je ne sais pas si c'est l'image qu'on renvoie en tant qu'école de commerce, mais on ne fonctionne pas du tout avec des modes. En gros, c'est finalement assez cohérent, je dirais, comme ça peut l'être pour une entreprise. C'est-à-dire, il y a première chose, c'est la cohérence entre l'offre de cours et les programmes en fonction de, je dirais, du secteur de compétences de l'école, donc dont le knowledge management pour Schema. Il y a un certain nombre dans les portefeuilles de programmes, une cohérence entre le portefeuille de programme et le choix en fait de Schema, et puis aussi évidemment le recrutement des professeurs. Donc je dirais ça, c'est le cadre général. Ensuite, comment ça évolue au niveau des maquettes pédagogiques? Je dirais elles sont en permanence en modification. C'est-à-dire on n'est pas du tout dans un modèle où en gros vous allez retrouver la maquette de programme d'il y a 10 ans et puis au bout de 10 ans avoir la même, pour plusieurs raisons. Un, parce qu'une école de commerce vit avec les entreprises en permanence. Bon, là on a de Covid, mais globalement en temps normal il n'y a pas un jour où il n'y a pas une entreprise qui échange ou qui vient sur le site de Schema. Deux, il y a ce qu'on appelle en fait des comités d'orientation au sein des programmes
qui se réunissent minimum 2 fois par an et où on challenge en fait la maquette. Donc généralement ce que l'on fait, c'est que par typologie de programme, si on prend un programme comme digital marketing, qui est entre guillemets à la mode aujourd'hui, mais il est à la mode parce qu'il y a un besoin en entreprise aujourd'hui sur ces sujets, eh bien on va faire un panel d'entreprises que l'on va repérer. Certaines sont, ça peut être des alumni de l'école qui auront créé leur entreprise, ou c'est des entreprises qui recrutent nos étudiants. Et puis on leur présente en fait la maquette telle qu'elle est, les objectifs pédagogiques du programme, et à partir de là, on va pouvoir travailler ensemble sur les points qui sont à améliorer au regard de ce qu'ils ont vu et compris de l'étudiant qu'ils ont pu avoir en stage, pour savoir ce qui manque à la plaquette pour qu'elle soit en cohérence avec l'attente de l'entreprise, ou pour savoir ce qui manque à l'étudiant pour être complètement opérationnel sur le diplôme choisi. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel. Ça se fait 2 fois par an. Et puis ensuite, je dirais que l'on est sur l'innovation pédagogique, c'est un autre niveau, c'est-à-dire ça ne se joue plus spécifiquement dans le cadre du programme, mais ça va se jouer au niveau de l'école. Donc il y a une direction de l'innovation pédagogique au sein de Schema qui travaille en fait sur l'approche par les espaces, parce que les espaces conditionnent l'apprentissage, donc ça c'est un élément qui est très fort. Et si vous avez l'occasion de venir nous voir après sur notre nouveau campus de Paris que l'on ouvre en janvier, vous verrez que les 15 000 m² ont été repensés complètement en pédagogie pour s'adapter aux besoins dans les cours. Et du coup, cette direction d'innovation va véritablement essayer d'amener une autre façon d'apprendre avec les étudiants. Et généralement, on s'appuie sur des études de cas faites avec des entreprises pour répondre à une problématique où on peut le faire aussi. Je pense à l'armée, il se passe des choses aussi parfois sur des séminaires très précis où on va avoir un objectif clair sur des compétences et on va mettre en place les conditions pour que l'étudiant soit en situation de pratique. Merci. Une question pour Pierre. Effectivement, je me suis posé la même question. C'est une des grandes difficultés est le multi-hiérarchie au sein du groupe CARE, car souvent les managers intermédiaires et le top management disent on n'a pas le temps, sauf si volonté, et souvent ils sont pratiquement désignés par le top management, donc pas vraiment des volontaires. Donc comment est-ce qu'on va faire pour embarquer les managers et le top management dans cette dynamique effectivement d'un groupe multi-hiérarchique? Ok, il ne s'agit pas d'embarquer tout le monde. Il s'agit d'identifier dans une organisation ceux qui ont envie d'aller vers ça, ceux qui sont excités par ce projet. Et c'est pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire partie d'un care group, pas du tout. Ce sont des personnes qui ont cette aspiration d'aller au-delà des frontières de leur périmètre fonctionnel ou opérationnel et de contribuer à l'ensemble. C'est une typologie très particulière. Par contre, ces personnes-là, identifiées, qui s'identifient, donc on peut faire vraiment un appel, hein, c'est une invitation. Hein, et donc, le savoir inviter est vraiment une compétence importante à développer dans nos organisations. Hein, comme lorsqu'on va à une fête, hein, est-ce que c'est sexy ou pas, hein, ok. Il s'agit aussi de soutenir ces personnes. C'est pour ça que une grande difficulté, moi que j'ai connue, hein, c'est effectivement celle du temps, hein, que vous mentionnez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois vraiment que ça doit être un double job. C'est qu'il s'agit d'aménager pour ces quelques personnes, ces 8 à 12 personnes, leurs responsabilités afin qu'ils puissent s'organiser et pas faire ça en plus de tout le reste, parce que généralement, ce sont déjà des personnes qu'on charge et qui sont, ce type de personnalité est déjà dans plein de groupes de travail, hein, et à la fin, elles explosent. Et donc là, il faut qu'elles puissent avoir, on va dire, quelque chose comme au moins un 6e, un 5e de leur temps pour se dévouer à ces missions qui sont peut-être encore là à l'écran. Très bien. Donc c'est, en fin de compte, toi tu l'appelles ça un job, d'autres appelleraient ça un rôle. Alors, on a eu cet échange en préparation et ça me fait réfléchir, hein, effectivement. Hein. Là où moi, j'aime bien cette histoire de double job, c'est parce que le premier job, il se situe dans une hiérarchie. Généralement, on a tous un patron, hein, dans une organisation. Et donc, on appartient à un segment de l'organisation. Ce deuxième rôle, lui, est hors périmètre initial. Et donc, et je crois que le prendre au sérieux,
C'est-à-dire le considérer comme un job, c'est vraiment le prendre au sérieux. Donc un job, ça se travaille, on développe des compétences pour ça, on s'évalue là-dedans, on le transmet. Et s'il y a une innovation organisationnelle auquel je tiens moi beaucoup et que je vois très peu, c'est celle d'organisation où les personnes ont effectivement des doubles jobs, comme les indépendants qui ont souvent 2 jobs différents ou 2 spécialités différentes. Pourquoi nos organisations corporates nous limitent-elles à avoir une seule identité? C'est parfait pour certaines personnes, mais ça ne convient pas à d'autres. Et aujourd'hui, il s'agit de créer des organisations qui sont plus respectueuses des singularités individuelles. Ok, je confirme. Merci. Je confirme, j'ai eu 2 jobs aussi, moi, donc je confirme très bien. Et donc, c'est la richesse dans l'entre, dans le lien entre, dans l'espace entre. Absolument, je confirme. Mais merci beaucoup. Cette table ronde a été très instructive et je redonne la parole à Laurence.